Bonjour, bienvenue dans l'abécédaire de Michel Salov-Coste. Dans ce DVD, j'explique les concepts clés qui ont structuré l'ensemble de mon travail. Vous pouvez regarder ce DVD en continu ou utiliser l'index et passer d'un concept à l'autre suivant vos désirs. Bonne balade. A. A me faire penser à art. Alors l'art, c'est l'émotion. C'est l'espace du sentiment. Au fond, qu'est-ce qu'on essaye d'exprimer dans l'art à travers des formes, des couleurs, des matières, des sons, des odeurs? C'est retranscrire une émotion. Alors l'art a une place à part parce que c'est complètement différent, évidemment, de la science. La science, c'est plutôt d'essayer de comprendre le monde, de comprendre les enchaînements, les causes et effets. L'art, on n'est pas du tout dans les causes et dans les effets, on est dans l'univers beaucoup plus poétique de la manière dont une couleur vous rappelle un sentiment. On est dans la Madeleine de Proust qui brusquement restitue tout un univers à travers un goût. On est aussi dans un univers d'analogie, puisque finalement, tel son va nous renvoyer à telle tristesse ou telle joie, telle couleur assemblée avec telle autre va nous renvoyer à une matinée d'automne. Petit à petit, à travers l'art, en fait, on éduque tout ce que j'appelle le turbulent, c'est-à-dire la partie émotionnelle de notre être, notre âme. À travers l'art, nous explorons toutes les couleurs de notre âme. Nous explorons les recoins, la jalousie, le désir, la honte. Quand je lis un roman, je vais en quelques heures découvrir plein de positions dans la vie qui sont chaque fois reliées à des sentiments. Et c'est toute cette exploration de mon âme qui fait de l'art un espace incontournable pour mon développement. B me fait penser à beauté. Alors la beauté, c'est quelque chose de très important pour nous les êtres humains. C'est un des trois grands axes ontologiques de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un axe ontologique? C'est quelque chose qui nous distingue des animaux. Nous sommes différents des animaux parce que nous cherchons la beauté, nous cherchons la bonté, nous cherchons la vérité. Nous sommes des sortes d'animaux un peu spéciaux qui se posons des questions et qui essayons de transformer le monde de manière réfléchie. On souhaite qu'il soit plus beau, on souhaite qu'il soit meilleur, qu'il soit plus bon, et on souhaite aussi être plus proche de la vérité. Alors la beauté, c'est aussi, on pourrait dire, à côté de la bonté et de la vérité, une des dimensions qui pourrait apparaître le plus superficielle. Mais c'est une grave erreur, parce que, comme le dit très bien Oscar Wilde, il n'y a que les gens superficiels qui ne voient pas que c'est dans les choses les plus superficielles que s'exprime la profondeur. Effectivement, la beauté nous renvoie à quelque chose d'autre. La beauté nous renvoie en fait à la vérité. Si une forme est belle, c'est que quelque part, elle exprime, au-delà d'elle-même, une vérité. Elle nous renvoie aussi à une image de la bonté. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la beauté, c'est comme construire le concentré d'une bonté et d'une vérité, mais qui s'exprimerait à travers une forme. Très souvent, on se pose la question de savoir si quelque chose est beau ou n'est pas beau. Là aussi, c'est difficile de le dire. Lao Tse disait « Ce qu'il y a de laid dans la beauté,
c'est que tout le monde y voit la beauté. C. Alors C, ça me fait penser à la communication. Alors la communication, c'est pas évident. C'est le cas de le dire. On pourrait penser que communiquer, c'est tout simplement transférer de l'information à l'autre, inonder la planète de messages, et qu'il suffit justement d'émettre pour que tout le monde entende. Il y a simplement un petit problème, c'est que les recherches en communication que nous avons faites depuis des années, parce que nous sommes passionnés par ces questions de communication, montrent que l'émetteur, s'il croit que le récepteur reçoit à 100%, se trompe profondément. En fait, le récepteur reçoit 10, 20% de ce qui est émis. Au moment où je vous parle, quel est vraiment ce que vous entendez de ce que je suis en train de vous dire? J'ai sûrement l'impression, à travers cet écran, que vous me comprenez complètement. Mais cela n'est pas sans doute juste. Seule une toute petite partie de mon message passe à travers l'écran. Cela dépend de vos valeurs, de votre système de représentation du monde, s'il recoupe plus ou moins le mien. Évidemment, si nous étions identiques, sans doute comprendriez-vous tout ce que je raconte. Mais comme vous avez un système de représentation, des valeurs complètement différentes des miennes, sans doute, et d'autant plus différentes que vous venez d'une autre culture, eh bien à ce moment-là, mon message ne passe plus qu'à 10, 20, 30%. Et là aussi, l'autre grande erreur, c'est de croire que c'est mes mots qui comptent, puisque sans doute, là aussi, ce que vous allez regarder, ce que vous allez entendre, c'est plutôt la manière dont mon corps bouge ou ne bouge pas. Et donc dans la communication, il faut faire toujours très attention à la fois de bien comprendre ou d'essayer de mesurer ou d'anticiper la part de ce qu'on va pouvoir faire passer, et d'autre part savoir que dans ce que l'on va faire passer, il y a aussi beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui sont liées à la posture, à l'intonation de la voix, à tous ces éléments qu'on aurait tendance à ne pas prendre en compte. D. Alors D, ça me fait penser à destin. Le destin, c'est quelque chose d'important parce que je crois que c'est relié à une idée tout à fait fondamentale, qui est l'idée de singularité. Nous avons des destins, nous avons chacun un destin parce que nous sommes singuliers. Et nous sommes singuliers jusqu'au bout des doigts, puisque chacune de nos empreintes est différente. Cette singularité, elle est très importante parce que c'est tout simplement le meilleur qu'on puisse apporter au monde, puisque c'est ce que personne d'autre ne peut apporter. Mais vouloir et accepter de vivre son destin, vouloir vivre son destin et accepter de le vivre, ça implique de sortir du mimétisme. Et le mimétisme, c'est tout de même une habitude sociale très importante, qui nous aide à nous améliorer. On copie nos parents, on copie nos professeurs pour petit à petit acquérir une certaine dextérité dans plein de domaines, et c'est utile. Mais en même temps, en s'enfermant dans du mimétisme, on passe à côté de soi-même, puisque en se comparant aux autres, on passe à côté de notre singularité. Et plus on essaye d'être le meilleur, plus on s'éloigne de soi-même. Donc, s'inscrire dans sa singularité, c'est découvrir son destin, et découvrir son destin, c'est aussi découvrir quelque part sa solitude, parce que dans ce destin, dans cette singularité, nous sommes seuls. Et c'est cela aussi qui fait que nous retombons souvent dans le mimétisme. Comment vivre son destin? En étant à l'écoute de cette singularité, en découvrant au plus profond de soi-même ce trésor caché qu'est notre génie, notre différence. Alors,
E, ça me fait penser à éternel. L'éternité, c'est différent de l'intemporalité. L'éternité, c'est l'espace du turbulent, c'est l'espace de l'art. Quand vous regardez une œuvre d'art ou quand vous tombez amoureux, par exemple, brusquement le temps change, le rapport au temps change. Vous avez l'impression que les minutes s'allongent, ou plutôt que le temps, tout simplement, devient éternel. Vous écoutez une musique et puis brusquement tout s'arrête quelque part. Et c'est ce sentiment d'arrêt sur image, comme quand on tombe amoureux, qui est un phénomène majeur de l'espace de l'émotion que transmet l'art. La science, au contraire, nous enfonce dans la temporalité. La science nous ramène au minutage de chaque seconde. Quant à la spiritualité, elle nous renvoie à un autre concept qui n'est pas l'éternité, qui est plutôt l'intemporalité. C'est-à-dire que le spirituel nous renvoie à travers l'extase dans une dimension où le temps tout simplement cesse d'être une référence. Alors l'éternité, ça a à voir aussi avec le fait que quand on crée une œuvre, eh bien, elle réinitie tous les espaces et tous les temps, puisqu'en fait, elle n'est pas simplement un objet, elle est la source d'un nouveau regard sur l'ensemble du monde. Et donc, c'est en cela qu'une œuvre est éternelle. On dit qu'une œuvre est éternelle parce qu'effectivement, non seulement elle garde sa force au fil du temps, mais en fait, cette force vient du fait qu'elle réinitialise l'ensemble de l'espace et du temps. Et évidemment, tout cela est lié à ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire le destin, l'art. F. Alors F me fait penser à fantasme. Alors un fantasme, c'est intéressant parce qu'un fantasme, ça nous relie justement quelque part avec notre turbulent, avec nos émotions, avec l'art. Je crois que c'est très important d'être à l'écoute de ces fantasmes. Les fantasmes, c'est une source d'énergie extraordinaire. Alors ça peut être à travers ses rêves, par exemple, à l'écoute de ses rêves. Freud a montré combien, à travers les rêves, et en essayant de les interpréter, on pouvait reprendre contact avec notre inconscient. Et effectivement, ce travail sur l'inconscient, c'est un élément très important qui fait que petit à petit, l'individu se réharmonise, puisque petit à petit, en mettant en contact notre conscient avec notre inconscient, petit à petit, on retrouve une sorte de congruence qui fait que la vie devient beaucoup plus intéressante. Elle devient plus vraie, mais elle devient aussi beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fantasmatique, dans le sens où le destin se met à sortir son nez et qu'on commence à découvrir ses singularités, on découvre des chemins inattendus. Donc je crois que par rapport au fantasme, il y a deux choses qu'il faut éviter. La première chose, c'est de ne pas être à l'écoute de ces fantasmes, parce qu'à ce moment-là, on s'enferme dans une sorte de formalisme et de vie ennuyeuse, rationnelle et sans chair, sans profondeur, sans art, sans émotion. Et puis d'un autre côté, c'est de prendre les fantasmes au premier degré, parce que à ce moment-là, on s'enferme dans une sorte de poursuite un peu superficielle de désirs évanescents qui ne mènent pas très loin. Par contre, essayer de travailler ces fantasmes et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces fantasmes, c'est commencer à dérouler la pelote qui nous mène à des singularités tout à fait passionnantes et à notre génie. Il n'y a pas de génie sans fantasme. G. Alors G, ça me fait penser à génie. C'est
des idées que j'ai beaucoup creusées, parce que ça touche à ce qu'on a déjà bien exploré, c'est-à-dire toute la question de la singularité. Évidemment, dans le concept de génie, il ne faut pas relier le génie à une sorte de caractéristique très très particulière qui toucherait qu'une minorité d'êtres humains et les positionnerait en surhomme, comme on a essayé parfois de le faire dire à Nietzsche. Non, je crois qu'il faut relier le concept de génie à quelque chose de beaucoup plus trivial, mais beaucoup plus important, et qui nous relie tous à notre essence. C'est le fait justement que chacun d'entre nous, on a quelque chose de particulier à dire, on a une singularité. Alors c'est pas obligatoirement dans l'ordre de la parole. Il y a des gens dont le génie c'est de faire une merveilleuse cuisine. Il y a d'autres personnes dont le génie c'est d'écrire ou de peindre ou d'être un ami. Enfin, je trouve qu'il y a une extraordinaire diversité de talents. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir comment, en même temps, très souvent, chacun d'entre nous, on passe à côté de notre génie, tout simplement parce que justement, comme c'est la partie la plus facile de nous-mêmes, celle qu'on a tendance à développer avec le plus d'aisance, bon, on se dit, bah, ça c'est facile, donc concentrons-nous sur ce que je fais mal, et on ne fait pas assez attention à ces parties où on est très dans notre génie, où on est dans notre aisance. Donc mon conseil, en quelque sorte, c'est soyez attentifs à ce que vous faites facilement et essayez de découvrir derrière en quoi cela révèle votre génie, votre singularité. H me fait penser à humanité. L'humain, la dimension humaine, ça a été tout de même le cœur de mon travail sous plein d'angles. Alors à travers l'art, à travers la science, à travers la spiritualité, tout ça c'est lié à l'homme, c'est lié à cet animal spécial qui se met à chercher, à se poser des questions, à explorer le monde. Et ce que j'ai beaucoup défendu dans mon œuvre, enfin dans mon travail d'écriture, mais aussi de peintre et à travers toute ma vie, c'est le droit des êtres humains à être humains. S'il y a quelque chose qui me rend très triste, en fait, c'est quand quelqu'un passe à côté de lui-même. Quand quelqu'un, en quelque sorte, passe à côté de son humanité. Alors, passer à côté de son humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement s'instrumentaliser. C'est-à-dire que je crois que chaque fois qu'on s'instrumentalise, au sens où on utilise notre corps, notre âme et notre esprit à des fins, j'allais dire, accessoires, on s'instrumentalise, on se transforme en instrument, et on passe à côté de son destin, on passe à côté de son génie. Et ça me rend très triste, parce que je crois que c'est comme si on perdait son âme. C'est un peu comme vendre, pour moi, c'est un peu comme vendre son âme au diable, en quelque sorte, parce que passer à côté de soi-même, pour moi, c'est vraiment la chose la plus triste qui puisse exister, quoi. Donc, ce que j'ai essayé de développer, c'est d'expliquer comment on pouvait vivre pleinement, à la fois à travers sa rationalité, mais avec son cœur, et puis avec son esprit, avec son intuition spirituelle, comment on pouvait rassembler les trois, et comment c'était essentiel pour être un être humain. Voilà à quoi ça me fait penser, cette question de l'humain. J. Alors J, ça me fait penser à je. I. I fait penser à intuition. Alors on a déjà commencé à en parler de l'intuition.
Je crois que l'intuition, c'est ce qui nous relie justement à notre génie, à notre destin. Je ne crois pas qu'on puisse découvrir ce qu'on est venu faire sur Terre uniquement raisonnablement. Je crois que c'est beaucoup plus à travers l'intuition que l'on peut découvrir ce sens caché de notre vie. Il y a des personnes de plus ou moins grande intuition, mais au fond, chacun, on est intuitif. Alors, comment être intuitif? Je crois qu'il faut faire un peu le silence, il faut un peu s'arrêter d'agir et se mettre dans un espace de vide et laisser venir l'intuition. Et je crois que c'est quelque chose qui, comme un muscle, peut se renforcer. C'est-à-dire que plus on fait appel à son intuition, plus on la renforce. Et plus on renforce son intuition, plus on va être capable de reconnecter avec toutes les dimensions de soi-même, avec son inspiration, avec son émotion et avec sa raison. On va nourrir les trois dimensions, l'inspiration, l'émotion et la raison, de cette intuition profonde. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, on va s'ancrer dans son destin, dans son génie, et qu'on va être capable de développer une œuvre. Et développer une œuvre, justement, c'est pas tout à fait la même chose que de travailler, parce que quand on travaille, on s'instrumentalise, alors que quand on développe une œuvre, on libère en soi justement cette part singulière qui est cela même qu'on est venu faire sur Terre, et on apporte vraiment au monde le meilleur de soi-même. J, cela me fait penser à jouer, au jeu, J-E-U. Pourquoi jouer me paraît extrêmement important, quelque chose d'extrêmement sérieux, en fait. C'est parce que une vie qui s'inscrit dans son destin, c'est une vie qui se joue. Je ne crois pas que être sérieux nous mène bien loin. Être sérieux, c'est s'enfermer au sens strict dans la rationalité pure, et je crois que ça ne nous mène pas bien loin. Et si on a envie de découvrir son destin et de vivre sa vie dans toute l'ampleur de son destin, il faut découvrir la dimension du jeu. Alors, évidemment, je pourrais jouer sur les mots et dire que, évidemment, découvrir son destin, c'est découvrir aussi J-E. C'est aussi accepter de parler à la première personne, bien sûr. Mais c'est aussi jeu au sens où on va jouer sa vie. Et je crois que là, il y a des très beaux textes de Nietzsche là-dessus où il fait le lien entre le destin, le fait de jouer avec les dés et le fait que les nombres qui sortent nous renvoient fatidiquement à une ligne d'horizon où se joue notre vie et notre mort. Alors il y a l'aspect jouer au dé, jouer sa vie, effectivement, suivre son intuition, souvent c'est prendre le risque d'un pile ou face. Mais il y a aussi, et ça c'est aussi très important, le fait de découvrir le jeu, c'est-à-dire de s'amuser, de faire que l'ensemble de sa vie se transforme dans un jeu. Et ça, je crois que c'est très très important, parce que c'est à la fois le signe qu'on est bien inscrit dans son destin, parce que je crois qu'à mesure qu'on se rapproche de son destin, la vie devient vraiment un fantastique jeu. Ça devient très très amusant, à contrario d'ailleurs du fait contraire, qui est lorsqu'on est loin de son destin, ça devient très très ennuyeux. Donc c'est aussi une bonne manière de savoir si on est loin de son destin ou proche de ce destin, parce que quand on s'ennuie, en général, c'est qu'on est un peu loin, c'est qu'on a commencé à se déconnecter de soi-même. Elle me fait penser à lumière. Alors la lumière, c'est quelque chose de très important dans le monde, puisque c'est un des principaux mystères de la physique quantique.
Alors je ne sais pas si j'ai tellement envie d'en parler au sens physique du terme, puisque beaucoup d'autres personnes sont mieux à même de le faire que moi. Par contre, peut-être ce que j'aurais aimé évoquer, c'est une expérience intime de la lumière, c'est-à-dire ce sentiment d'être illuminé, c'est-à-dire quand la lumière se répand en moi et brusquement envahit tout et j'ai l'impression de passer dans une autre dimension. Alors j'ai eu une première expérience de ce type très jeune, vers l'âge de 4-5 ans, et puis régulièrement je l'ai retrouvé. Et même si c'est une expérience très intime, je l'ai retrouvé aussi dans d'autres textes. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. C'est que l'intuition, elle vient à travers la lumière et une véritable expérience d'une lumière intérieure. M. M me fait penser à mutation. Alors, pourquoi mutation? Parce qu'en fait, je me suis beaucoup intéressé à la question de la transformation de l'humanité, de l'être humain, à travers les siècles. Je distingue 4 grandes phases. Une première phase où l'homme a été un chasseur-cueilleur, une deuxième phase où l'homme a été un agriculteur-éleveur, une troisième phase où il a été un industriel et un commercial, et une quatrième phase où il a été un créateur et un communicant. L'ère de la création et de la communication. Et très tôt, très jeune, je me suis intéressé à ce basculement d'une société industrielle à une société de l'information, à une société de la création et de la communication. Et je crois qu'effectivement, derrière cette question, il y a une mutation très profonde de la nature même de l'identité humaine. Et c'est ça que j'ai beaucoup exploré dans mon travail, c'est comment l'individu, mais aussi les entreprises, les États et la planète tout entière est en train de se transformer, de muter en quelque sorte. Alors ça vient du terme de biologie, puisqu'en biologie, une mutation, c'est une transformation profonde, par exemple à partir du code génétique. Mais je crois que c'est quelque chose un peu de ce type, sauf que ce n'est pas le code génétique qui mute, c'est nos cultures, qui sont en quelque sorte le code génétique de nos sociétés. Et effectivement, nos identités sont touchées en profondeur par cette transformation. N me fait penser à neutralité. Alors, la neutralité, c'est tout de même un espace assez important pour moi, parce que la neutralité, c'est un peu l'espace du vide, l'espace où on fait le pont entre les différents types de cultures. Tout au long de mon travail, je me suis posé beaucoup la question de comment passer d'une culture à l'autre. J'ai passé une grande partie de ma vie à étudier les différentes religions, parce que par exemple, je me disais, mais est-ce que on peut passer d'une religion à l'autre, et qu'est-ce qu'il y a au-delà de chacune des religions, quel est le cœur de tout cela. Donc l'idée d'une neutralité culturelle m'intéresse, non pas du tout pour détruire la singularité de chaque culture, au contraire, parce que je crois que chaque culture est singulière, et chaque culture dans sa singularité a une richesse très très profonde. Mais justement, pour appréhender ces richesses, il faut être capable soi-même de se construire un espace de neutralité où on va pouvoir passer d'un espace à l'autre. Alors c'est ce que j'ai appelé le niveau vide. Pour moi, c'est quelque part l'espace du spirituel, puisque en quelque sorte, ce qui nous fait sortir de notre neutralité, c'est le sens qu'on donne au monde. Et en même temps, la recherche du sens est au cœur du processus spirituel. Et en même temps, à partir du moment où j'ai donné un sens, eh bien justement, je m'enferme dans une forme, dans une logique qui m'empêche de m'ouvrir à l'altérité. Donc pour moi, la vraie spiritualité, c'est cette capacité à s'ouvrir à l'altérité par une certaine forme de neutralité que nous donne la méditation, le fait d'être profondément
dans sa conscience profondément ancrée dans la sécurité ontologique que donne la conscience de la conscience. D'une certaine manière, même si je suis d'origine chrétienne, cette logique est bien expliquée dans le bouddhisme. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour comprendre que c'est dans le silence qu'on peut s'ouvrir à l'autre, et que cette ouverture à l'autre, c'est quelque part une essence de la spiritualité. O. O comme ouverture. Ouverture, c'est un peu relié à ce qu'on a évoqué dans la question de la neutralité. C'est-à-dire que je crois que dans la dimension d'ouverture, il y a quelque chose d'essentiel qui est le fait d'être ouvert aux différents. Et curieusement, être ouvert aux différents, c'est être ouvert aussi à sa propre différence. Et être ouvert à sa propre différence, c'est être ouvert à son propre génie. Et c'est difficile d'être ouvert à son propre génie si on est fermé au génie de l'autre et inversement. Donc l'ouverture, c'est une posture dans la vie qui va faire qu'on va être capable de rentrer dans le jeu de la vie avec ouverture, et qu'on va rencontrer le génie des autres, le génie de soi-même, et petit à petit avoir une vie de plus en plus intéressante, de plus en plus riche, de plus en plus diversifiée. L'ouverture, c'est donc une qualité essentielle pour quelqu'un qui veut apprendre à se découvrir lui-même et à découvrir les autres. P. P me fait penser à profondeur. Ça pourrait être aussi pauvre, mais l'un et l'autre est d'ailleurs relié en fait, parce que je crois que ce qui fait qu'on peut accéder à une certaine profondeur, c'est une certaine pauvreté. En fait, le fait d'être riche ou d'être occupé par une multitude d'objets extérieurs à nous-mêmes nous ramène vers la superficialité du monde. Et accéder à une profondeur, et je crois que accéder à une profondeur est essentiel justement pour découvrir son génie, sa singularité. Accéder à cette profondeur, ça implique quelque part de se détacher et de se laisser tomber vers l'essence de soi-même. C'est aussi découvrir la puissance du silence. Je crois qu'on n'est jamais autant soi-même qu'au fond du désert. J'ai fait d'ailleurs un séminaire dans le désert à la recherche de soi, et le désert est régulièrement utilisé au cours des siècles dans cette perspective. Et je crois qu'effectivement, en se dénudant, en étant pauvre, eh bien, on rejoint une certaine profondeur. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on n'ait plus rien. Ça peut être aussi une capacité à être pauvre en esprit, à être simple. Et je crois qu'à travers la simplicité, on retrouve l'essence, et à travers l'essence, on retrouve son génie, sa singularité. Q. Alors Q me fait penser à qualité. Pourquoi la qualité c'est important, et qu'est-ce que c'est que la qualité? Alors il y a une qualité qui est liée à la quantité, une qualité qui consiste à se comparer aux autres. Est-ce que je suis le meilleur? À quel niveau de qualité je suis? Alors comme on l'a vu, plus je suis dans cette logique de la qualité, plus quelque part je perds contact avec une autre dimension de ma qualité qui est l'essence de ma qualité, c'est en quoi je suis unique. Donc vous voyez deux termes, deux manières différentes de considérer la qualité, soit sous une forme d'excellence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, être quelqu'un de qualité, c'est tout simplement être le meilleur, et un autre sens beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond,
qui rattache la question de la qualité à la question de l'essence. Et à ce moment-là, la question devient, est-ce que j'ai été capable de repérer en moi les qualités essentielles qui font que justement je suis différent des autres? Et un homme de qualité, ben, c'est un homme qui va savoir justement s'inscrire dans son génie, dans sa singularité, sortir de l'instrumentalisation de soi-même et s'inscrire dans sa totalité. Et c'est ce que j'appelle la qualité au sens profond du terme. R. R me fait penser à responsabilité. Alors la question de la responsabilité, c'est tout de même une vieille histoire, mais peut-être je peux évoquer comment ça fait sens dans mon travail. Moi, je crois que la première des responsabilités, c'est celle du sens, en fait. C'est la question du sens qu'on donne à sa vie, parce qu'au fond, être responsable ou être irresponsable, c'est déjà identifier en face de qui on est responsable, en face de quel sens, en face de quelle représentation du monde. En fait, en face F. F me fait penser à fantasme, fantasmique,